121 milliards de dollars dorment dans des portefeuilles que personne n'a touchés depuis 15 ans. Leur propriétaire est un homme sans visage, sans nom, sans passé. Le monde l'appelle Satoshi Nakamoto. Mais que se passerait-il si ce nom n'était pas la signature d'un génie solitaire, mais le nom de code d'une opération qui a changé à jamais l'économie mondiale ? Je m'appelle Mr Dark Web et aujourd'hui nous allons essayer d'étudier plus en détail l'une des figures les plus mystérieuses de notre époque. Nous avons déjà étudié l'histoire de Satoshi, recueillie à partir de sources ouvertes et d'archives du Darknet. Mais soyons honnêtes, cette version semble trop belle, presque comme un scénario hollywoodien. Un génie solitaire qui sauve le monde de la crise bancaire. Dans le monde réel, de telles histoires servent généralement de paravent à des opérations bien plus sombres. Aujourd'hui, je propose d'envisager une autre version. Et si le Bitcoin n'était pas le salut, mais le plus grand cheval de Troie de l'histoire de l'humanité ? Je comprends que pour beaucoup d'entre vous, ces mots semblent être une hérésie. Le Bitcoin est un symbole de décentralisation, de liberté vis-à-vis des banques, d'indépendance vis-à-vis du contrôle étatique. C'est ainsi qu'il a été positionné dès le début. C'est ainsi qu'on en parle encore aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous poser quelques questions. Pourquoi le créateur d'une technologie valant des milliards de dollars n'a-t-il jamais touché un centime de sa fortune ? Pourquoi l'homme qui prétendait vouloir offrir la liberté financière au monde entier a-t-il disparu au moment même où son principal développeur annonçait sa visite au siège de la CIA ? Et pourquoi l'algorithme à la base du Bitcoin a-t-il été développé par l'Agence nationale de sécurité américaine 12 ans avant l'apparition de la crypto-monnaie ? Quand j'ai commencé cette enquête, je n'avais pas prévu d'aller aussi loin. Au départ, je m'intéressais à une tâche simple, rassembler toutes les informations publiques disponibles sur Satoshi Nakamoto et essayer de comprendre qui se cachait derrière ce pseudonyme. Mais plus j'approfondissais mes recherches, plus je me posais de questions. À un moment donné, j'ai compris que je regardais les choses sous un angle erroné. Nous avons l'habitude de considérer le Bitcoin comme une révolution venue d'en bas. Un groupe de cypherpunk, mécontent du système bancaire, crée une alternative. Une belle histoire. Mais que se passerait-il si cette révolution avait été planifiée par le haut ? Et si quelqu'un de très intelligent avait compris une chose simple ? La meilleure façon de contrôler l'opposition, c'est de la diriger. Réfléchissez-y. Si vous étiez un service secret et que vous vouliez créer un système parfait pour suivre les flux financiers dans le monde entier, comment vous y prendriez-vous ? Un système centralisé éveillerait immédiatement les soupçons. Les gens ne lui feraient pas confiance. Mais si vous créez quelque chose qui ressemble à un outil de lutte contre le système, quelque chose auquel croiront les plus intelligents et les plus méfiants, les hackers, les cryptographes, les libertaires, alors ils construiront eux-mêmes l'infrastructure pour vous. Ils la protégeront eux-mêmes. Ils recruteront eux-mêmes de nouveaux utilisateurs. Cela ressemble à une théorie du complot ? Peut-être. Mais je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de regarder les faits, les dates, les documents, les coïncidences, qui sont trop nombreuses pour être le fruit du hasard. Au cours des derniers mois, j'ai épluché des tonnes de documents, les archives des forums où Satoshi communiquait avec les premiers développeurs, des articles universitaires sur la cryptographie des années 90, des documents déclassifiés des services secrets, des interviews de personnes qui ont travaillé sur Bitcoin au cours des premières années de son existence. Et peu à peu, une image très différente de l'histoire officielle a commencé à se dessiner devant moi. Cette histoire n'est pas une accusation. Je n'ai aucune preuve qui confirme clairement l'implication des services secrets dans la création du Bitcoin. Mais j'ai des questions, beaucoup de questions. Et je pense que toute personne qui possède des crypto-monnaies ou qui envisage d'y investir mérite de connaître ces questions. Commençons par le début. Pas en 2008, année de publication du célèbre livre blanc, ni même en 2009, année où le premier bloc a été miné. Nous commencerons par l'année 1996, par un document publié 12 ans avant le Bitcoin. Un document qui décrivait un système étrangement similaire à ce que nous appelons aujourd'hui la crypto-monnaie. Un document rédigé par 3 employés de l'Agence nationale de sécurité américaine. Mais avant de passer à ce document, je voudrais que vous reteniez quelque chose. Dans le monde du renseignement, il existe un concept appelé « opération sous faux pavillon ». Il s'agit d'une action menée par une partie, mais qui semble avoir été menée par une autre. Les opérations les plus réussies de ce type sont celles où les exécutants eux-mêmes ne savent pas pour qui ils travaillent. Ils croient sincèrement en ce qu'ils font. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des personnes réelles. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est impossible de les démasquer. Gardez cette idée à l'esprit.
Elle nous sera utile plus tard. Mais revenons maintenant 29 ans en arrière, dans les bureaux de l'une des organisations les plus secrètes de la planète. Là où 3 cryptographes travaillaient sur un document qui allait changer le monde, même si personne ne le savait à l'époque, pas même eux peut-être. Le 18 juin 1996, 3 employés de l'Agence nationale de sécurité américaine ont publié un document. Son titre semblait presque anodin. How to make a mint, the cryptography of anonymous electronic cash. Comment créer une monnaie, la cryptographie de la monnaie électronique anonyme. Les auteurs étaient Laurie Low, Suzanne Sabet et Jerry Solinas, 3 cryptographes travaillant pour l'une des structures les plus secrètes au monde. Le document a été publié à 2 endroits, dans la newsletter du Massachusetts Institute of Technology et dans l'American Law Review, une publication académique, rien de secret, juste un aperçu des recherches existantes dans le domaine de la monnaie numérique. Mais lorsque j'ai lu ce document pour la première fois, j'ai eu une sensation étrange, un sentiment de déjà-vu. Comme si je l'avais déjà vu quelque part. Et puis, j'ai compris où exactement. Le document de l'ANB décrivait un système de monnaie électronique qui devait garantir 4 propriétés clés. La première était la confidentialité, la protection des données personnelles des utilisateurs. La deuxième était l'identification, protection contre l'usurpation d'identité. La troisième était l'intégrité des messages, protection contre la modification des données relatives aux transactions. Et la quatrième était la non-répudiabilité, impossibilité de refuser une transaction effectuée. Cela vous semble familier ? C'est pratiquement la description mot pour mot de ce qui apparaîtra 12 ans plus tard sous le nom de Bitcoin. Bien sûr, on peut objecter qu'il s'agit là d'exigences fondamentales pour tout système de paiement, et c'est vrai. Mais ensuite viennent les détails qu'il est plus difficile de mettre sur le compte d'une simple coïncidence. Ce document examine en détail les protocoles cryptographiques utilisés pour créer des pièces électroniques. Il aborde le problème de la double dépense qui survient lorsque l'on tente de dépenser 2 fois la même pièce numérique. Il s'agit d'un problème majeur que Satoshi Nakamoto a réussi à résoudre. Il décrit les mécanismes des signatures numériques et des fonctions de hachage. Il mentionne la nécessité d'un système de vérification distribué. Mais le plus intéressant, c'est la liste des références bibliographiques. Parmi les auteurs cités dans le document de l'ANB figure le nom de Tatsuki Okamoto. Ce cryptographe japonais travaillait au centre de recherche NTT. Ses travaux sont cités à plusieurs reprises dans le document. Tatsuaki Okamoto, Satoshi Nakamoto. 2 noms japonais se terminant par Yamamoto, une coïncidence, peut-être, mais dans le monde du renseignement, les coïncidences n'existent pas. Il y a autre chose, l'algorithme SHA-256, qui est à la base du Bitcoin, a été développé précisément par la NSA. Il a été publié en 2001, 7 ans avant l'apparition de la crypto-monnaie. Le brevet de cet algorithme appartient au gouvernement américain, plus précisément à l'Agence nationale de sécurité. L'auteur du brevet est Glenn Lilly, cryptographe à la NSA. Il en ressort un tableau intéressant. En 1996, l'ANB publie les bases théoriques pour la création d'une monnaie numérique. Puis en 2001, l'ANB crée l'algorithme cryptographique qui sera au cœur du Bitcoin. Et en 2008, le mystérieux Satoshi Nakamoto apparaît, rassemble tous ces éléments et crée un système fonctionnel. Lorsque je suis tombé sur cette information, j'ai décidé d'approfondir la question. Que sait-on d'autre sur les activités de l'ANB dans le domaine des crypto-monnaies ? Il s'avère qu'en 2013, grâce aux révélations d'Edward Snowden, le programme Monkey Rocket a été rendu public. Il s'agissait d'un système de surveillance de la NSA destiné à suivre les utilisateurs de Bitcoin. Le programme utilisait un logiciel appelé XKeyscore qui permettait de relier les adresses Bitcoin aux adresses IP réelles des utilisateurs. En d'autres termes, les services spéciaux ne se sont pas contentés de s'intéresser au Bitcoin. Ils l'ont activement suivi. Et ce, au moins depuis 2013, alors que la crypto-monnaie n'était pas encore très répandue. Mais revenons au document de 1996. Il y a un détail qui le distingue du livre blanc de Satoshi. Le document de la NSA décrivait un système centralisé. Il supposait l'existence d'une sorte de banque, un organe central qui vérifierait les transactions. Le Bitcoin, quant à lui, est un système décentralisé. Il n'y a pas d'organe central. Les détracteurs de la théorie sur l'implication des services secrets soulignent souvent cette différence. Ils affirment que le document de l'ANB et le Bitcoin sont 2 choses distinctes. Cependant, je pense qu'ils passent à côté de l'essentiel.
Imaginez que vous travaillez dans les services secrets et que vous souhaitez créer un réseau financier mondial qui sera utilisé par des personnes partout dans le monde. Si vous le centralisez, personne ne lui fera confiance, en particulier ceux que vous souhaitez surveiller en priorité. Les criminels, les pirates informatiques, les dissidents. Ils comprennent parfaitement comment fonctionne la surveillance et contourneront tout système centralisé. Mais si vous créez un système qui semble totalement décentralisé, qui se positionne comme un outil de lutte contre le contrôle étatique, alors ce sont précisément ces personnes qui en seront les premiers utilisateurs. Elles viendront d'elles-mêmes vers vous. Elles commenceront elles-mêmes à effectuer leurs transactions via ce système. Elles laisseront elles-mêmes une trace numérique qui pourra être analysée. La décentralisation du Bitcoin n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité, un camouflage parfait. Il existe une autre théorie qui circule dans la communauté crypto depuis plusieurs années. Elle est appelée Bitcoin Lab Leak Hypothesis, hypothèse de la fuite du laboratoire. L'auteur de cette théorie est Nick Carter, un investisseur crypto bien connu. L'essence de la théorie est la suivante. Bitcoin était un projet de recherche interne de la NSA ou d'un autre service secret. Le projet était développé en secret. Mais à un moment donné, l'un des chercheurs a décidé que la technologie était trop bonne pour rester dans un tiroir. Il l'a donc lancée sans l'autorisation de ses supérieurs. Si cette théorie est vraie, Satoshi Nakamoto n'est pas un agent des services secrets qui exécute des ordres. C'est un renégat, un gars qui a piqué la technologie à ses patrons et l'a offerte au monde entier. Ça explique pourquoi il cache si bien son identité. Pas parce qu'il a peur de la gloire, mais parce qu'il a peur de ceux à qui il a piqué cette technologie. Cela explique également pourquoi il n'a jamais dépensé ses bitcoins. Toute transaction effectuée à partir de ses portefeuilles pourrait donner une piste au service secret. L'adresse du destinataire, l'heure de la transaction, le comportement habituel. Satoshi le comprend mieux que quiconque. C'est pourquoi 120 milliards de dollars dorment depuis déjà 15 ans. C'est une belle théorie. Mais il y a un problème. Elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas pourquoi Satoshi a disparu précisément à ce moment-là. Elle n'explique pas l'étrange chronologie des événements d'avril 2011. Elle n'explique pas la visite à la CIA. Pour cela, nous devons aller de l'avant. Des documents aux personnes, des théories aux faits. De 1996 à 2008, au moment où un courrier électronique provenant d'une personne qui n'existe pas a été envoyé à une liste de diffusion cryptographique. Le 31 octobre 2008, un courrier a été envoyé à une liste de diffusion cryptographique. L'expéditeur s'est présenté comme Satoshi Nakamoto. Le courrier contenait un lien vers un document intitulé Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, Bitcoin, un système de paiement électronique peer-to-peer. 9 pages qui allaient changer à jamais le système financier mondial. Halloween, une fête où il est d'usage de porter des masques. Symbolique, n'est-ce pas? Les premières réactions au livre blanc ont été sceptiques. Les cryptographes qui ont lu la lettre d'information avaient déjà vu des projets similaires des dizaines de fois. La plupart d'entre eux sont restés au stade d'exercice théorique. L'un des premiers commentateurs a écrit que le système ne pourrait pas être mis à l'échelle. Un autre a mis en doute sa sécurité. Un troisième a tout simplement ignoré la lettre. Mais une personne a réagi différemment. Hal Finney, cryptographe légendaire et l'un des créateurs du système de cryptage PGP, a immédiatement vu le potentiel de cette invention. Le 11 janvier 2009, il a écrit 2 mots sur Twitter, « Running Bitcoin ». C'était le premier tweet public sur le Bitcoin de l'histoire. Le lendemain, Satoshi lui a envoyé 10 bitcoins, la première transaction sur le réseau. À l'époque, ces pièces ne valaient rien. Aujourd'hui, elles vaudraient près d'1 million de dollars. Mais qui était Satoshi ? Cette question tourmente la communauté crypto depuis 16 ans. Et plus nous analysons de données, plus le tableau devient confus. Commençons par ce que nous savons avec certitude. Satoshi a créé un profil sur le forum P2P Foundation. Son profil indique sa date de naissance, le 5 avril 1975. Lieu de résidence, Japon, sexe masculin. La plupart des chercheurs sont convaincus que ces données sont fausses. Mais même dans des données fausses, on peut trouver un message. Et la date de naissance en est un exemple. Le 5 avril 1933. Ce jour-là, le président Franklin Roosevelt signa le décret exécutif No. 6002. Ce décret interdisait aux citoyens américains de posséder de l'or. Les gens étaient obligés de remettre leurs pièces et lingots d'or à l'État en échange de dollars en papier. Ceux qui refusaient s'exposaient à une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 dollars ou à une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. 1975.
Cette année-là, l'interdiction de posséder de l'or a été définitivement levée. Dominique Frisby, auteur d'un livre sur le Bitcoin, a qualifié cette date de « référence incroyablement politique ». Et il a raison, le choix de cette date est un manifeste, une déclaration selon laquelle le Bitcoin a été créé en réponse au contrôle étatique sur la monnaie, comme de l'or numérique impossible à confisquer. Mais cela nous en dit aussi long sur son créateur. Il connaît l'histoire américaine, il s'y connaît en politique monétaire, il pense en termes de symboles et de messages. Ce n'est pas simplement un programmeur qui a écrit un code, c'est un homme avec une idéologie, ou un groupe de personnes partageant une idéologie commune. Examinons maintenant la langue. Satoshi a laissé derrière lui des centaines de messages sur des forums et dans des correspondances avec d'autres développeurs. Des chercheurs de l'université d'Aston à Birmingham ont procédé à une analyse linguistique détaillée de ces textes. Les résultats se sont révélés étranges. Dans les textes de Satoshi, on a trouvé 108 cas où on pouvait déterminer quelle variante de l'anglais il utilisait, américaine ou britannique. Parmi ceux-ci, 52 cas correspondaient à l'orthographe américaine, 35 correspondaient à l'orthographe britannique, 21 correspondaient à des fautes d'orthographe. C'est très inhabituel. Les locuteurs natifs s'en tiennent généralement à une seule norme. Ils écrivent soit selon l'orthographe britannique, soit selon l'orthographe américaine. Les mélanger revient à parler avec un accent qui change au milieu d'une phrase. Mais chez Satoshi, cela arrivait tout le temps. De plus, il utilisait parfois différentes orthographes pour un même mot dans la même journée. Dans le livre blanc, on trouve le mot « favour », orthographe britannique, et juste à côté, « characterized », orthographe américaine. Dans un même document, les chercheurs d'Ungard.com sont allés encore plus loin. Ils ont analysé les jours de la semaine où Satoshi utilisait telle ou telle variante de l'anglais. Et ils ont découvert une régularité. Les lundis, mercredis et samedis, c'était l'anglais américain qui prédominait. Les mardis, vendredis et dimanches, c'était un mélange. Les jeudis, c'était l'anglais britannique. Qu'est-ce que cela signifie? Il existe deux interprétations possibles. Première hypothèse, Satoshi est un groupe de personnes issues de différents pays. Elles travaillaient par roulement et chacune apportait ses propres normes linguistiques. Cela explique les incohérences dans l'orthographe et les étranges schémas selon les jours de la semaine. Deuxième hypothèse, Satoshi est une seule personne qui a délibérément brouillé les pistes. Un professionnel de la sécurité opérationnelle qui savait que l'analyse linguistique pourrait révéler son origine. Il a donc consciemment mélangé les styles pour créer une fausse piste. Les deux versions indiquent une chose. Nous n'avons pas affaire à un simple programmeur passionné. Nous avons affaire à quelqu'un qui sait comment fonctionne la désanonymisation et qui prend des mesures pour l'éviter. Il y a un autre fait qui est souvent négligé. Au cours de sa période d'activité d'octobre 2008 à décembre 2010, Satoshi a effectué 169 commis dans le code Bitcoin et rédigé 539 messages sur les forums. C'est une quantité de travail considérable, des milliers de lignes de code, des centaines d'heures de communication avec la communauté, et ce, sans aucune erreur dans la sécurité opérationnelle. Aucune divulgation accidentelle d'informations personnelles, aucune photo, aucun appel téléphonique, aucune rencontre personnelle avec l'un des développeurs. À une époque où tout le monde laisse des traces numériques, Satoshi a réussi à rester totalement invisible. Cela ne demande pas seulement de la prudence, cela demande une formation professionnelle. Le 3 janvier 2009, Satoshi a créé le premier bloc Bitcoin appelé Genesis Block. Et dans ce bloc, il a inséré un message. Le titre du journal britannique The Times de ce jour-là, « Le chancelier sur le point de sauver les banques pour la deuxième fois ». C'était l'époque de la crise financière mondiale. Les banques s'effondraient. Les gouvernements imprimaient de l'argent pour les sauver. Les gens ordinaires perdaient leurs économies, leurs maisons, leur travail. Et ceux qui avaient conduit le système à la ruine recevaient des milliards de dollars de primes provenant des caisses de l'État. Le message dans Genesis Block n'est pas simplement une marque temporelle prouvant que le bloc a été créé après le 3 janvier. C'est une déclaration politique, un manifeste, une explication de la raison pour laquelle tout cela a été créé. Mais il y a un détail que peu de gens remarquent. Le titre est tiré d'un journal britannique, pas américain, pas japonais. Britannique. The Times n'est pas un simple journal, c'est l'un des plus anciens et des plus respectés de Grande-Bretagne. Si Satoshi est japonais, comme l'indique son profil, comment se fait-il qu'il ait eu entre les mains, le matin du 3 janvier 2009, un numéro tout frais d'un journal britannique?
Bien sûr, il aurait pu lire le titre en ligne. Mais le choix de cette édition en particulier en dit long. Il indique que le créateur du Bitcoin vit très probablement au Royaume-Uni ou a un lien avec ce pays. Ou bien il veut que nous le pensions. À la fin de l'année 2010, le Bitcoin n'était déjà plus seulement une expérience. Il commençait à attirer l'attention. Wikileaks envisageait la possibilité d'accepter des dons en Bitcoin. Forbes et d'autres publications en ont parlé. La crypto-monnaie sortait de l'ombre. C'est à ce moment précis que Satoshi a commencé à se détacher du projet. Ses messages se sont espacés. Il a transféré de plus en plus de pouvoir à d'autres développeurs, en particulier à l'un d'entre eux, Gavin Andresen. Le 23 avril 2011, Satoshi a écrit sa dernière lettre connue. Elle était adressée au développeur Mike Hearn. Elle ne comportait qu'une seule ligne. « Je suis passé à autre chose. Le projet est entre de bonnes mains, celles de Gavin et des autres. » 3 jours plus tard, le 26 avril, Satoshi s'est tu pour toujours. Et le lendemain, le 27 avril, Gavin Andresen a publié sur le forum Bitcoin Talk un message qui a fait l'effet d'une bombe dans la communauté. Il a annoncé qu'il allait se rendre au siège de la CIA. Le 27 avril 2011, Gavin Andresen a publié un message sur le forum Bitcoin Talk qui commençait par ces mots « Je veux être franc à ce sujet ». Il a annoncé qu'il avait été invité à faire une présentation sur le Bitcoin au siège de la CIA, conférence sur les nouvelles technologies pour la communauté du renseignement américain. Juin 2011, l'anglais Virginie. La réaction de la communauté était prévisible. 30 pages de débat sur le forum. Certains traitaient Gavin de traître, d'autres défendaient de son droit à la liberté d'expression. D'autres encore y voyaient la fin du Bitcoin en tant que projet indépendant. Mais ce n'est pas la réaction de la communauté qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la chronologie. Le 23 avril, Satoshi écrit une dernière lettre « Je suis passé à autre chose ». Le 26 avril, il se tait pour toujours. Le 27 avril, Gavin annonce sa visite à la CIA. 3 jours, 3 événements. Une coïncidence ? Gavin a expliqué plus tard qu'il avait prévenu Satoshi à l'avance de sa visite. Il lui a écrit une lettre, mais n'a jamais reçu de réponse. C'était le dernier message qu'il a envoyé au créateur du Bitcoin. Dans son message sur le forum, Gavin a écrit qu'il était un peu inquiet, qu'il comprenait comment cela pouvait être perçu. Mais il croit que l'ouverture est la meilleure stratégie, que s'il se rendait lui-même aux services secrets et leur parlait honnêtement de cette technologie, il serait au moins susceptible de la percevoir comme une menace. Il a également révélé les conditions financières, 3 000 $ par intervention. Il a spécialement précisé ce montant afin que personne ne pense qu'il était à la solde de la CIA. En juin, Gavin s'est rendu à l'anglais, il a fait une présentation. Il a expliqué comment fonctionne le Bitcoin, quelles sont ses perspectives d'avenir et pourquoi il est important. Après la présentation, plusieurs employés sont venus le voir. Ils ont dit que la technologie était impressionnante. Et puis quelque chose d'intéressant s'est produit. L'un des agents a demandé à acheter des bitcoins. Là, au siège de la CIA. Gavin lui a montré des bitcoins physiques, des pièces spéciales contenant une clé privée. L'agent a voulu en acheter une pour la montrer à ses supérieurs. Gavin l'a vendue. À l'époque, le prix était d'environ 15 $ par pièce. Aujourd'hui, ce bitcoin vaut près de 100 000 $. Un investissement plutôt intéressant pour un explorateur. Mais revenons à Satoshi. Pourquoi a-t-il disparu à ce moment précis ? Il existe une version officielle. Il était simplement fatigué. Le projet a été lancé, des développeurs talentueux avaient rejoint l'équipe, sa présence n'était plus nécessaire. Il a transmis ses affaires et est parti s'occuper d'autre chose, une belle histoire. Mais elle n'explique pas pourquoi il n'a pas dit au revoir, pourquoi il n'a pas répondu à Gavin, pourquoi son dernier message semble avoir été écrit à la hâte. Il existe une autre version. Satoshi a appris la visite à la CIA et a compris que le jeu était terminé. Non pas parce qu'il craignait d'être démasqué, mais parce que sa mission était accomplie. Considérez cela comme une opération spéciale. Si Bitcoin était réellement un projet de renseignement, son objectif serait alors de créer une infrastructure capable de fonctionner de manière autonome, sans contrôle centralisé, sans possibilité de déconnexion. Le système devrait devenir autosuffisant. En avril 2011, cet objectif était atteint. Le Bitcoin fonctionnait. La communauté s'agrandissait, les développeurs continuaient d'améliorer le code. Le système n'avait plus besoin de son créateur. De plus, la présence de Satoshi devenait problématique. Tant qu'il était actif, il restait un point de défaillance potentiel. On pouvait le retrouver.
le forcer à révéler des informations, ou simplement le tuer pour accéder aux millions de bitcoins. Mais si Satoshi disparaît, il devient une légende, un fantôme, un symbole. Et on ne peut pas négocier avec les symboles, on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les tuer. La visite de Gavin à la CIA pouvait être un signal. Pas une menace, mais une confirmation. Le projet a été remis entre de bonnes mains. La phase active de l'opération est terminée. Satoshi peut partir. Cela explique une autre bizarrerie. Quelques mois après sa visite à l'Anglais, Gavin a donné une interview à un podcast sur le Bitcoin. On lui a demandé quand il avait parlé pour la dernière fois à Satoshi. Gavin a répondu qu'il ne s'en souvenait pas exactement, quelque chose comme en avril. Et il a ajouté une phrase étrange. Satoshi lui avait demandé de ne pas mettre l'accent sur le fondateur mystérieux. Il avait dit que cela nuisait au projet. Dernière requête de l'homme fantôme. Ne me cherchez pas, oubliez-moi. Concentrez-vous sur la technologie, pas sur celui qui l'a créée. En 2021, le directeur de la CIA, William Burns, a pris la parole lors du sommet du Wall Street Journal. On lui a posé une question sur les crypto-monnaies. Il a répondu que l'agence avait plusieurs projets liés aux crypto-monnaies. Pas un seul, plusieurs. Et c'est ce qu'il a hérité de ses prédécesseurs. Le commentateur Tucker Carlson a ensuite déclaré à l'antenne « Il est évident que le Bitcoin a été créé par la CIA. Je ne peux pas le prouver, mais c'est évident. » Ces propos ont provoqué une tempête dans la communauté crypto. La plupart l'ont qualifié de complotiste. Mais personne n'a pu réfuter ces propos de manière convaincante, parce qu'il n'y a rien à réfuter. Il n'y a aucune preuve d'un lien entre la CIA et la création du Bitcoin. Mais il n'y a pas non plus de preuve du contraire. Il n'y a que des questions. Et d'étranges coïncidences, et le silence de ceux qui pourraient connaître la vérité. Gavin Andresen travaille toujours dans le secteur des crypto-monnaies. Il n'est plus le développeur principal de Bitcoin, ayant perdu ce statut en 2016 après le scandale avec Craig Wright. Mais il reste très respecté au sein de la communauté. J'ai essayé de trouver ses commentaires sur la théorie de l'implication des services secrets. Il n'a jamais répondu directement à ces questions. Il les a simplement ignorées. Peut-être en avait-il assez des conspirationnistes. Ou peut-être y a-t-il des choses dont il vaut mieux ne pas parler. Satoshi a disparu. Gavin s'est rendu à la CIA. Le Bitcoin a continué à prendre de la valeur et les portefeuilles liés au créateur sont restés remplis de pièces. Beaucoup de pièces. Énormément de pièces. Et ces pièces n'ont pas bougé une seule fois en 15 ans. Ce qui est en soi un mystère qui demande une explication. 1 100 000 bitcoins. 22 000 adresses, 15 ans de silence, c'est la fortune de Satoshi Nakamoto. Au taux de change actuel, cela représente plus de 120 milliards de dollars. C'est plus que le PIB du Maroc, c'est plus que la fortune de la plupart des milliardaires figurant dans le classement Forbes. Et cet argent n'a pas bougé depuis 2010. Pourquoi ? C'est l'une des principales questions posées par les sceptiques de la théorie sur l'implication des services secrets. Si Bitcoin est un projet de la CIA ou de la NSA, pourquoi ne pas récupérer cet argent ? 120 milliards, c'est un budget considérable, même pour les services secrets américains. Mais réfléchissons-y autrement. Que se passera-t-il si les pièces de Satoshi entrent en circulation ? Premièrement, le marché s'effondrera, pas immédiatement mais rapidement. Dès que les traders verront la transaction provenant du portefeuille de Satoshi, la panique s'installera. Tout le monde comprendra que le créateur est vivant et prêt à vendre. Et s'il vend ne serait-ce que 10% de sa fortune, cela fera chuter le cours de plusieurs dizaines de pourcents. Deuxièmement, l'anonymat sera compromis. Chaque transaction laisse une trace. L'adresse du destinataire, l'heure d'envoi, le comportement habituel. Des sociétés d'analyse, telles que Chainalysis, suivent chaque mouvement des gros portefeuilles. Une seule transaction suffit pour déclencher la chasse. Troisièmement, la légitimité du Bitcoin sera remise en question. Aujourd'hui, les pièces de Satoshi sont considérées comme brûlées, c'est-à-dire définitivement retirées de la circulation. Cela fait partie de la mythologie, de ce qui rend le Bitcoin si particulier. Si son créateur revient et commence à dépenser ses pièces, le mythe s'effondrera. Il en résulte un paradoxe. 122 milliards de dollars qui ne peuvent être dépensés. Une richesse qui n'existe que sur le papier. Ou plus précisément, dans la blockchain. Mais il existe une autre interprétation, plus sombre. Dans la communauté crypto, il existe une théorie appelée Dead Man's Switch, l'interrupteur du mort. Il s'agit d'un mécanisme qui s'active lorsqu'une personne cesse de donner des signes de vie. Il est utilisé dans le renseignement, dans les milieux criminels et dans le monde des hackers. Le principe est simple, vous configurez un système automatique qui nécessite une confirmation régulière.
Par exemple, une fois par mois, vous devez vous rendre sur un site web spécifique et saisir votre mot de passe. Si vous ne le faites pas, le système effectuera automatiquement l'action prédéfinie. Il enverra un email, il publiera des documents ou il transférera de l'argent. Et si les pièces de Satoshi étaient précisément ce mécanisme? Imaginez la situation, vous êtes le créateur d'une technologie qui vaut des milliards. Vous en savez trop. Les services secrets de plusieurs pays sont au courant. Tôt ou tard, ils vous trouveront. Et alors, soit ils vous forceront à coopérer, soit ils vous élimineront. Mais si vous avez une assurance, tout change si vous pouvez dire « tuez-moi » et ces pièces seront mises en circulation. Et avec elles, les informations sur qui se cache réellement derrière le Bitcoin. Cela transforme Satoshi d'une cible en otage. Un otage qu'il est plus avantageux de laisser en vie et en liberté que de toucher. Le magazine Fortune a discuté de cette théorie avec l'analyste Seth Ginsberg du fonds cryptographique CoinFund. Il ne l'a pas complètement rejeté. Il a déclaré que cela était techniquement possible. Satoshi est un programmeur de génie. Il n'aurait eu aucun mal à mettre en place un tel système. Jins a également proposé un autre scénario. Il est possible que Satoshi soit mort depuis longtemps. Et le commutateur du mort devait se déclencher après sa mort. Mais il ne s'est pas déclenché. Soit parce qu'il était réglé sur une condition particulière qui ne s'est jamais produite, soit parce que quelqu'un continue à maintenir le système en état de fonctionnement en se faisant passer pour Satoshi. En janvier 2024, un événement étrange s'est produit. Une transaction a été effectuée à l'adresse génésique de Satoshi, celle-là même qui a marqué le début de l'histoire du Bitcoin. 26 bitcoins et 9 dixièmes, environ 1 200 000 $ à l'époque. L'expéditeur est inconnu. La raison est inconnue. Certains ont supposé qu'il s'agissait d'un hommage, d'un geste symbolique pour le 15e anniversaire du Bitcoin. D'autres y ont vu quelque chose de plus sinistre. Une tentative des autorités fiscales de créer une base juridique pour des poursuites. Si vous avez reçu de l'argent, vous êtes tenu de le déclarer. Et si vous ne l'avez pas déclaré, vous pouvez être poursuivi en justice. Mais il y a un problème. Pour poursuivre quelqu'un en justice, il faut savoir qui est cette personne. Et Satoshi reste toujours un fantôme. Il y a un autre détail dont peu de gens parlent. Les 50 bitcoins obtenus pour avoir miné le Genesis Block sont techniquement impossibles à dépenser. Ce n'est pas un choix de Satoshi, c'est une particularité du code. La récompense pour le premier bloc a été envoyée à une adresse qui n'a pas été ajoutée à la base de transaction. Une coïncidence? Peut-être. Les premières versions du code contenaient de nombreux bugs, mais certains y voient un geste délibéré. Les 50 premières pièces sont un sacrifice. Une immolation symbolique, le signe que le créateur n'a pas l'intention de s'enrichir grâce à sa création, ou le signe d'autre chose, la démonstration que même son créateur n'a pas le contrôle total sur le système, que le Bitcoin est plus que son auteur, les ordinateurs quantiques. C'est un autre sujet qui revient souvent dans les discussions sur les portefeuilles de Satoshi. Les ordinateurs quantiques actuels ne sont pas encore capables de pirater la cryptographie Bitcoin. Mais la technologie évolue. Tôt ou tard, une machine capable de calculer une clé privée à partir d'une adresse publique verra le jour. Lorsque cela se produira, les portefeuilles de Satoshi deviendront vulnérables. Non pas parce que Satoshi a commis une erreur, mais parce qu'il a utilisé d'anciens formats d'adresse qui révèlent la clé publique. Les portefeuilles modernes ne sont pas concernés par ce problème. L'ironie, c'est que si un ordinateur quantique pirate les portefeuilles de Satoshi, ce ne sera pas un vol, ce sera un retour. Les pièces, considérées comme perdues depuis 15 ans, reviendront en circulation. Et personne ne pourra dire avec certitude qui les a prises, les héritiers du créateur ou des personnes totalement étrangères. Mais en attendant, les pièces restent là, silencieux témoins de l'histoire. Elles rappellent l'homme qui a créé un nouveau monde et qui s'y est fondu sans laisser de traces. 120 milliards de dollars. La plus grande fortune inutilisée de l'histoire de l'humanité. Une assurance, une menace, ou simplement un mot de passe oublié. Nous ne le savons pas. Et peut-être ne le saurons-nous jamais, mais nous savons autre chose. Ce que Satoshi a créé fonctionne. Cela fonctionne en ce moment même. Et cela n'est pas seulement utilisé pour ce à quoi il était destiné. 2025. 154 milliards de dollars. C'est précisément le montant des transactions cryptographiques criminelles pour l'année selon les données de la société d'analyse Chainalysis. Cela représente une augmentation de 162% par rapport à l'année précédente. Mais le plus intéressant, c'est de savoir qui se cache derrière ces chiffres. Ce ne sont pas des hackers isolés, ce ne sont pas des cartels de la drogue,
Ce sont des États, Corée du Nord. Des pirates informatiques, liés au régime de Kim Jong-un, ont dérobé 2 milliards de dollars en crypto-monnaie. Parmi ces vols figure le plus important de l'histoire, le piratage de la bourse Bybit en février, qui leur a rapporté 1,5 milliard en une seule opération. Cet argent est destiné au programme nucléaire, aux missiles, pour contourner les sanctions qui étouffent le pays depuis des décennies. Russie. Après l'invasion de l'Ukraine, les sanctions occidentales ont coupé le pays du système financier mondial. C'est alors qu'est apparu le token A7TA5, un stablecoin indexé sur le rouble. Au cours de sa première année d'existence, plus de 93 milliards de dollars ont transité par ce token. 93 milliards qui ont contourné SWIFT, les banques et les sanctions. Iran, plus de 2 milliards de dollars via les réseaux de crypto-monnaies, blanchiment d'argent, vente illégale de pétrole, achat d'armes, financement de groupes mandataires dans tout le Moyen-Orient. Vous voyez la logique ? Le Bitcoin et les crypto-monnaies sont devenus ce qu'ils étaient peut-être destinés à être depuis le début, un moyen de contourner le contrôle de l'État. Mais pas le contrôle dont rêvaient les libertaires, plutôt le contrôle de certains États sur d'autres. Vous vous souvenez du document de la NSA datant de 1996 ? Comment créer une monnaie ? Il décrivait un système de paiements électroniques anonyme. Un système impossible à bloquer, impossible à tracer, impossible à arrêter. À l'époque, cela ressemblait à un exercice académique. Aujourd'hui, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Je ne prétends pas que le Bitcoin a été créé par les services secrets. Je n'ai aucune preuve. Personne ne m'a montré de document secret portant la mention « top secret ». Aucun ancien agent ne m'a avoué quoi que ce soit devant la caméra. Mais je pose des questions. Et plus j'en pose, moins j'aime les réponses. Pourquoi le créateur de la plus grande innovation financière du XXIe siècle reste-t-il anonyme ? Pourquoi a-t-il disparu au moment même où son plus proche collaborateur a annoncé avoir pris contact avec la CIA ? Pourquoi l'algorithme au cœur du Bitcoin a-t-il été développé par l'Agence nationale de sécurité ? Pourquoi 120 milliards de dollars dorment-ils depuis 15 ans ? Et la question principale, si le Bitcoin est vraiment une arme, contre qui est-il dirigé ? Peut-être contre les banques, contre les États, contre le système qui contrôle l'argent depuis des siècles. Ou peut-être contre nous, contre ceux qui ont cru à la belle histoire de la liberté financière et qui n'ont pas remarqué qu'il faisait partie de l'expérience la plus ambitieuse de l'histoire. Satoshi Nakamoto, génie ou agent, sauveur ou marionnettiste, individu ou groupe, nous ne le savons pas. Et c'est peut-être là tout l'intérêt. Tandis que nous cherchons son visage, nous ne voyons pas ce qu'il a créé. Et ce qu'il a créé fonctionne. Chaque jour, chaque seconde, partout dans le monde, des milliards de dollars, des millions d'utilisateurs et aucune réponse à la question de savoir à qui tout cela appartient. Je m'appelle Mr. Dark Web, c'était l'histoire du Bitcoin ou du plus grand secret de l'ère numérique. À vous de juger.